Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Allez, c'est parti pour le podcast du mercredi qui aujourd'hui se fera le jeudi, puisqu'on voulait faire un podcast sur la blessure et c'est idéal, puisque Nicolas Martin, en bon élève qu'il est, en a profité pour se flinguer la cheville juste avant le podcast. Donc comme ça, il va bien pouvoir nous en parler. Et donc hier, il était avec le doc ou le marabout du coin, et ça y est, on l'a aujourd'hui pour enregistrer. Après voilà, il faut savoir aussi qu'on est en Afrique, dans la nuit le wifi a coupé pour une raison complètement inconnue, donc on peut poster le truc que maintenant. Voilà, avec Arthur Joyeux-Bouillon aussi, qui m'accompagne dans le périple, dans l'Afrique, puisqu'il est dans le studio avec nous. Petit studio Airbnb, tranquille. On va y aller pour les blessures. Alors moi j'avais fait ma liste, donc j'ai une copie double. sur 3 pages. Voilà, une belle copie double, puisqu'il y a pas mal d'années de pratique, et puis avant il y avait du vélo. Alors le vélo, forcément, on se heurte à un problème qui est qu'il y a des gens qui roulent avec des voitures sur la route, c'est extrêmement pénible, surtout quand ils nous rentrent dedans. Ce qui fait que j'ai un bon passif, et puis Nico et Arthur vont venir mettre aussi leur grain de sel là-dedans. Par qui on commence? Qui c'est qui a une anecdote sympa sur la blessure? On va commencer, récente, non? on va commencer par moi parce que j'étais assez bien épargné par les blessures jusqu'à cette année 2018 où je les accumule. Bon, entre les deux, j'ai pu faire des courses de bon niveau, mais ça a été une année quand même assez compliquée. Donc, comme tu viens de le dire, ouais, je me suis flingué la cheville en descendant quasiment de l'avion mardi matin. Et donc là, le verdict, c'est que c'est quand même très risqué de courir samedi. Et peut-être que c'est ce que j'ai un peu appris des années, même si j'ai pas eu beaucoup de blessures, c'est qu'il faut à un moment donné savoir aussi, entre guillemets, trancher dans le vif, parce que là, je peux pas ne pas courir. C'est pas impossible de courir, mais ce serait vraiment trop risqué. Donc c'est aussi ça un peu la sagesse de savoir à des moments où quand on est blessé, pas prendre de risque d'aggraver la blessure. Et puis sinon, bah oui, j'ai eu une grosse, quand même une blessure assez importante cette année avec une fracture de fatigue que j'ai assez bien gérée en acceptant vraiment, bon, quand tu as une fracture de fatigue, de toute manière, tu quand même pas trop le choix, tu peux juste plus rien faire. Mais par contre, j'ai pas du tout essayé de compenser. Moi, c'est aussi, je pense, qui est intéressant, c'est qu'il faut pas falloir chercher à forcément compenser à tout prix quand on est blessé, en particulier si c'est assez grave. À un moment donné, ce qui permet le mieux de récupérer, c'est le repos. Alors peut-être pas le repos complet, mais un repos en tout cas qui est relatif et important par rapport à ce qu'on fait habituellement pour surtout mettre le corps, lui, au repos, ne pas le fatiguer pour qu'il se concentre sur le fait de réparer le corps. Et c'est vrai que moi, ma fracture de fatigue, ça a été quasiment 2 mois sans activité, on va dire 6 semaines sans activité physique carrément. Voilà, à part quelques petites marches, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est quand même plutôt mieux d'être un tout petit peu actif, ne serait-ce que pour vasculariser les zones qui peuvent être blessées. Mais voilà, quand même à accepter, à un moment donné, la blessure, elle est là, il n'y a même pas à juger si c'est bien ou si c'est mal, elle est présente, et puis accepter ça, et ensuite avoir peut-être la patience de se reconstruire pour la performance, d'accepter que ça prenne un certain temps. Mais par contre, je pense que si on est sérieux, ça revient vite. Et moi, ma fin de saison a montré avec ma perf au Templier que j'étais revenu à mon meilleur niveau, moi, même au-dessus de mon meilleur niveau avant la blessure, parce que c'est la meilleure course, je pense, de ma carrière. Donc voilà, faut accepter la patience. Et puis parfois, ces zones de repos, quand on s'entraîne beaucoup, sont aussi pertinentes. Je pense on l'a vu avec Kylian qui après son opération des 2 épaules était revenu vite au niveau en ski alpi et qui est revenu après sa fracture à la Pyramenta aussi au top niveau dès le marathon du Mont Blanc et qui cette année faisait peut-être sa meilleure saison. Même si bon, il y a eu son abandon à l'UTMB qui a peut-être un peu pour le grand public gâché ça, mais il était vraiment dans une forme assez exceptionnelle, je pense.
Voilà, je pense que le repos est aussi partie intégrante de l'entraînement. On l'oublie parfois, mais c'est ce que beaucoup, enfin c'est ce qu'on appelle l'entraînement invisible, mais c'est un vrai déterminant de la performance. Et bon, la blessure, elle pousse à ce repos-là, mais il faut apprendre aussi à en faire avant d'être blessé. Ouais, puis là, tu nous parles d'une vraie blessure. Alors, on n'est pas sur une simple inflammation d'un tendon pour Dieu sait quelle raison. Là, tu as un os qui est fracturé. Bon, la fracture de fatigue, c'est qu'il est un petit peu fissuré. C'est une fracture assez C'est ce qu'on appelle une vicieuse. fracture de stress. C'est en gros une sollicitation trop forte, répétée, qui, en fait, l'os a plus le temps de se réparer, on va dire, entre les sollicitations. Je caricature, je suis pas spécialiste, mais c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a sollicitation. Alors, souvent, c'est des surcharges. Mais c'est pas forcément des surcharges dans l'absolu, ça peut être souvent lié à des déséquilibres qui fait que ça sollicite tout le temps la même zone. Moi je pense que c'est un peu mon souci un petit peu à moi. De la fatigue aussi. Voilà, et de la fatigue qui fait La que sûrement chute. le corps. Mm. Peut-être aussi la chute, on sait pas trop, j'ai eu une chute assez violente en ski au mois de février. Mais voilà, après c'est toujours lié à une surcharge mécanique, mais est-ce que c'est une surcharge absolue ou plutôt relative à la fatigue du moment, à moi l'hiver par exemple. Plus de longue durée aussi. Oui, voilà, le fait, Combien de temps? changement de sol d'un coup. Mais oui, c'est vrai que quand c'est une fracture, c'est vrai, la blessure est plutôt difficile à gérer quand elle n'empêche pas complètement la pratique. Oui, quand elle handicape pas. Voilà, quand Exactement. voilà, la petite douleur, par exemple, moi la cheville, là, si on prend mon exemple, la cheville, c'est je peux courir, je pourrais courir quelques kilomètres. Après, je pense qu'il y a 99% de chances que sur 100 bornes, la cheville, elle repart. Et puis là, si elle bouge, ta cheville, là par contre, tu vas tout arracher. C'est ça, le Donc tu risque. passerais d'une blessure entre guillemets moyenne à grave. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Alors j'avoue, hein, on serait au départ je sais pas, d'un championnat du monde, de l'UTMB, le choix serait peut-être différent parce qu'après une longue prépa, si on se sent en grande forme, il peut y avoir une prise de risque, même si dans l'absolu, le sport c'est avant tout le respect du corps et que avec ce genre de blessure, faut pas courir dessus, mais on pourrait plus se poser la question. Là, clairement, il y a trop de risques. Si on fait un rapport risque-intérêt, entre guillemets, il y a trop de risques de se reblesser. C'est aussi ça qui doit pousser au choix. Et je pense que quand on est même pas, on est athlète plutôt amateur, c'est quand même le respect du corps avant tout. Donc quand on est blessé, on se soigne. Et une fois que la blessure est partie, on reprend l'activité. Et on essaye aussi de comprendre pourquoi on est arrivé à la blessure. Je pense que c'est peut-être ça qu'on doit le plus apprendre de la blessure. C'est pourquoi je me suis blessé, surcharge, problèmes mécaniques, de posture, ce genre de choses. Et voilà, faut analyser. C'est exactement comme dans une course ratée, analyser pourquoi on est allé à la blessure, quoi. Et oui, la cheville, bah, souvent c'est un moment d'inattention. Mais en fait, là où c'est pervers, c'est que des moments d'inattention, on en a plein tout au long de l'année. Et puis, bah, il y a une fois où il y a moment d'inattention, plus caillou, plus mauvais angle. Et là, bah, c'est le coup où ça part. Mais des fois, on descend des pierriers terribles en discutant. Et puis, bon, bah, tout va bien. Pourtant, on n'est pas hyper attentif. Et puis, des fois, bah, soit sur un petit footing, soit Non, mais sur un truc d'ailleurs, en c'est pas marchant. sur les grosses parties très techniques, enfin je sais pas vous, mais que qu'en général les chevilles elles partent, hein. C'est sur des chemins carrossables de type gravier où tu relâches la tension et c'est pareil, la tension elle est relâchée dans les chevilles et ça part, hein. Après, il y a des Ça coins dépend. plus difficiles. À la Maxi Night, bon, bah, il y a eu 3-4 Ah bah oui, entorses ouais, ouais. parce qu'ils descendaient de nuit dans le Semnos. Donc Mmh. là, bon, l'organisateur s'y attendait, hein, mais c'est le jeu aussi. Ouais. Donc là, c'était sûr qu'on était sur une partie risquée. Il y a eu, mais du coup, 3-4 sur, je sais pas, les 500 coureurs, c'est pas non plus énorme. Ouais. Et bah là, c'est vrai que c'était difficile d'être 100% focus, puis de pas rater. Moi, je sais qu'avec l'expérience sur les chevilles, je sens presque les moments où c'est risqué, quoi. Alors là, je l'ai pas trop senti, mais d'habitude, je sens quand ma proprioception commence à devenir moins efficace, il commence à y avoir des petites torsions, et puis je sens que, et c'est souvent lié à la fatigue. Alors, pas trop en course, parce que je pense qu'en course, il y a quand même un niveau de concentration qui est souvent plus élevé, et qu'on arrive à maintenir, et qui évite souvent les blessures. Et c'est vrai que je me suis jamais fait mal en course, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, quand la fatigue, et c'est moi chaque fois que je me suis fait des entorses, c'est tout le temps en fin de préparation, quoi. Presque jamais. Alors là, c'est vraiment proche de la compète. Normalement, on est reposé, mais je pense que c'était peut-être
le trajet, je suis allé courir, alors pas la descente de l'avion, j'avais fait la nuit, mais bon, j'avais pas trop dormi la nuit d'avant parce que mon avion était tôt. Je pense que voilà, avec le recul, j'aurais peut-être pas dû aller courir ou peut-être pas aussi longtemps. Donc bon, après, il y a pas Oui, trop 7 heures, c'était exagéré. Ouais, non, c'était qu'une heure 10, mais c'était peut-être trop. Après, bon, on vit qu'une seule fois aussi. C'est vrai que c'est super sympa. Le Cap, j'avais envie de découvrir. Bon, Ouais, puis c'est voilà. un footing, tu prends la situation, tu la refais 10 fois, il y a qu'une fois où tu te tords la cheville, je pense. C'est ça, sûrement, sûrement. Voilà, après, enfin, moi, ça m'a aussi amené ça cette année, c'est que c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, j'ai pas de. Franchement, je vais pas faire la course, je suis pas plus déçu que ça. Ça m'embête presque plus vis-à-vis des autres. Et finalement, bon, avoir des attentes par rapport aux autres, c'est pas très bien. C'est plus par rapport à l'organisation que moi-même. Je fais pas la course, c'est pas très grave. C'est que l'organisation m'a invité une semaine sur le logement. Ça m'embête un petit peu de pas pouvoir courir, mais voilà, après, c'est comme ça. Je pense que les gens comprennent aussi, les pratiquants, que ça peut arriver. Donc, voilà, vraiment accepter ça. Et puis voilà, penser aussi un petit peu à l'avenir. L'année prochaine, il y a une grosse saison et je préfère ne pas hypothéquer 3 4 mois en me faisant très très mal en prenant le risque de courir samedi. Et ça, c'est aussi un truc de psychologie. En fait, j'avais vu lu des livres intéressants sur les biais en psychologie. Le cerveau, à des moments, il choisit des choses qui sont pas rationnelles. C'est par exemple, bon, bah là, de toute manière, tu es ici. Tu te tords la cheville. Et en fait, si tu continues à t'obstiner à aller sur la course, tu vas encore aggraver la situation. Et c'est un petit peu comme, par exemple, Prenons un couple de Parisiens, parce que j'adore les Parisiens. Et donc ils réservent un week-end à la montagne en février, puis bon bah manque de bol, le lundi avant de partir pour prendre la location le vendredi soir. La météo annoncée est terrible, alors il va pas neiger parce qu'il fait un tout petit peu trop chaud, ça va être une pluie, et puis il y a eu un mauvais hiver, donc il y a très peu de neige, c'est des choses à canon, bref, tout indique qu'ils vont passer un mauvais week-end. Donc là, on se dit, bah, je vais passer un week-end de merde, j'y vais pas. Mais en plus de ça, ils peuvent pas se faire rembourser leur location pour X ou Y raison. Et du coup, vu qu'ils peuvent pas se faire rembourser, ils vont quand même y aller en se disant ouais, mais j'ai payé donc je vais quand même y aller et essayer de profiter. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent le lundi, ils ont passé un mauvais week-end, ils se sont engueulés entre eux. Enfin, du coup, c'était vraiment de pire en pire. Alors qu'ils auraient peut-être dû simplement accepter. Bon bah ok, on a payé, la météo est pas bonne, ça sert à rien, on abandonne, tant pis. Voilà, on laisse filer. Mais non, des fois, ben, on a ce choix qui est un peu du coup contre nature avec le recul, où on se dit ah ben c'est engagé, les choses sont engagées, je viens d'avoir un bâton dans les roues, mais j'avance quand même. Et puis bon, bah en fait non, ça casse quoi après. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Enfin, j'ai lu des bouquins un petit peu là-dessus. C'est, je crois, enfin, j'ai un doute sur le nom, mais il me semble que c'est la théorie de l'engagement. C'est que quand tu es allé dans un choix, en fait, On en a du gros, mal à on revenir en n'aime arrière. pas avoir tort, Ouais. donc on poursuit dans Ouais. ce choix, même si tout au niveau de la logique indique qu'il faut revenir en arrière. Et c'est vrai que c'est ça. Oui, là, tu es au Cap en te disant je suis au Cap, du coup, faut faire la course. Oui, c'est le mauvais choix. Là, tout indique qu'il y a. Alors peut-être il y a une chance sur 100 que je fasse 100 bornes, la cheville ne tourne pas et puis je peux faire la course. Mais voilà, c'est à peu près autant de chances que de gagner au loto. Donc je me dis, voilà, la sagesse c'est de pas courir. Mais c'est vrai que c'est. Puis c'est aussi un indicateur, je pense, au niveau du bien-être un peu psychologique, c'est-à-dire que voilà, accepter de ne pas pouvoir faire du sport, c'est quand même aussi un signe d'équilibre, quoi. Quand tu as une blessure, on le voit, on l'observe, t'en as, ils sont blessés, ils compensent. Et puis alors, il y a ce besoin de compenser, mais il y a aussi, avec le recul de l'extérieur, c'est que des fois, des blessures qui peuvent se soigner rapidement, les gens continuent à faire du sport, se fatiguent leur organisme, et puis au lieu de mettre 2 mois à guérir, des fois ça met 6 mois, quoi. À un moment donné, voilà, quand tu as un diagnostic, et on en parlait l'autre jour dans un autre podcast qu'on a fait avec Julien Rancon et Fabien Demure, c'est ce côté quand tu as la petite blessure qui t'handicape pas totalement, bah tu veux pas t'arrêter, t'attends, tu vas pas diagnostiquer, tu sais pas exactement ce que c'est. Et c'est là souvent que ça devient un peu plus chronique parce que t'es pas complètement arrêté par la blessure et que tu poursuis. Mais souvent c'est vrai que tu as des tensions. J'ai vécu. C'est ça, après des fois tu lèves le pied une semaine et puis c'est parti. Et c'est assez un peu, on en parlait latin ça, je pense.
C'est-à-dire que les anglo-saxons, par exemple, coupent quand ils ont une petite infection, par exemple, ça coupe facilement un jour, 2 jours, où ils font rien, en se disant on fait rien, et puis souvent ça se soigne. Alors que nous, des fois, on est plutôt en dire ouais, on va un peu alléger, mais on va quand même garder quelque chose, et puis des fois, au lieu de durer 2 jours, ça dure une semaine, quoi. Ah oui, Et- t'as un autre exemple, c'est les Norvégiens en ski de fond. S'ils ont un rhume ou la moindre bricole, en biathlon on voit souvent, ils prennent pas le départ. Alors que les Français, ils vont insister, des fois réussissent. Hein. Martin Fourcade, je crois qu'il avait pris un départ l'an passé d'une Coupe du Monde avec une gastro. Bon, vu qu'il est fort, il l'avait puni. souvent des sinusites. Et par contre, ouais, le Norvégien, alors déjà, ils arrivent dans l'hôtel, ils aseptisent tout, mais s'il y a le moindre pépin, pas de course. Bon, on sait de toute manière que l'effort un peu poussé joue sur l'immunité. Il y a toujours des phases immunitaires post-entraînement qui, au moment où les réserves immunitaires sont affaiblies, donc forcément faire un effort poussé quand tu es déjà malade, c'est risquer le fait que ça s'aggrave. Donc voilà, après je pense que Martin Fourcade est aussi des fois dans d'autres conditions, c'est-à-dire que quand tu joues le général, tu peux pas forcément faire l'impasse facilement sur des étapes, parce que je crois qu'en biathlon par exemple tu as 3 jokers, donc si par exemple tu fais l'impasse déjà sur un week-end de Coupe du Monde qui arrive parfois quand ils préparent comme l'an dernier les Jeux, voilà, il se dit même si je suis pas à 100%, vu que d'habitude je suis un peu au-dessus, il arrive à faire des résultats honnêtes, même quand il est pas à 100%, mais c'est vrai que sinon quand tu parles performance, si t'es pas à 100%, c'est vrai que c'est bien de pas prendre des fois le départ, mais après c'est aussi compliqué parce que si tu attends toujours d'être à 100, 105% prendre le départ, Ouais. et que tout le monde fait ça, on se retrouverait des fois avec personne au départ en disant ah non mais là je sens que je suis pas au top. Bon, faut aussi accepter des fois que si tu te sens pas à 100% mais qu'il n'y a pas de pépin physique de prendre le départ, mais c'est pas le but. Quand on revient sur la blessure, c'est ouais, à quel moment je fais le choix d'arrêter le sport, de ralentir, comment je ralentis, combien de temps, et ça par contre c'est aussi diagnostiqué, et puis bon c'est aussi accepter que la douleur quand tu fais une pratique un peu intensive, des petites tensions par-ci, par-là, dire j'en ai jamais quand tu cours. Enfin, moi j'aime bien un peu cette expression, quand tu fais de la course à pied que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Et c'est pas complètement ça, mais vraiment zéro douleur, jamais. Les jours où t'as le zéro douleur, c'est quand même assez rare, mais c'est voilà, sentir à quel moment c'est une petite tension qui va passer ou quand c'est plus grave et où il faut ralentir l'entraînement, quoi. Arthur, alors toi, récemment aussi, t'as la fesse qui va pas. Ouais, C'est le manque de claque, ça. Hein. il y a plusieurs trucs. Ouais. Non, je sais pas. Moi, c'est intéressant parce que du coup, ça revient sur ce que Nico disait, c'est que concrètement, j'ai jamais eu vraiment de grosses blessures qui m'ont contraint à l'arrêt. Jamais eu de fracture sciatique, jamais eu d'entorse grave, jamais eu de quoi que ce soit qui m'ait stoppé vraiment. J'ai toujours pu continuer plus ou moins à courir. Mais là récemment, surtout en ski de rando, le truc c'est qu'en montée, c'est ultra fluide, mais en descente, on a tellement des petits skis, des petites chaussures que faut serrer les fesses et puis espérer pas tomber. Parce que les skis, il faut savoir, ils déchaussent pas, donc en général, c'est le bassin qui prend. Et en février, je pense que c'est même sûr, je me suis déplacé le bassin. Et puis, voilà, on aime la montagne, on aime sortir, on aime s'entraîner, donc j'ai continué. Et typiquement, c'est ce que tu disais, Nico, c'est j'ai mal, mais je peux continuer au final. Donc j'ai tiré dessus sur le tendon des fessiers, quoi. Et puis récemment, là, ça a quand même ça piquait un peu fort. Donc j'ai décidé de stopper quand même un peu l'entraînement, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que quand t'es passionné, t'as tout le temps cette envie de partir t'entraîner et tu te dis que c'est pas en se disant que t'es plus fort que les autres. Mais moi je me disais ça brûle un peu, ça brûle même fort. Mais quand je reviens chez moi, de toute façon, je m'intéresse bien à tout ce qui est récup, alimentation et tout ça, donc je vais pouvoir gérer le à côté de l'entraînement et soigner ça sans pour autant m'arrêter de m'entraîner. Donc après, c'est un peu le piège de s'enfermer dans cet entonnoir qui au final t'amène à l'arrêt forcé, qui quand même est pour beaucoup de coureurs le cas, quoi. Ouais, parce que t'étais dans l'inflammation d'un tendon. Donc, grosso modo, l'inflammation d'un tendon, faut voir ça comme une jauge. Admettons, la jauge est en bas, puis on utilise son corps, donc forcément, ça crée une inflammation.
Et puis, si on l'utilise vraiment trop ou qu'on ne laisse pas assez récupérer, la jauge se remplit, d'un coup elle atteint le seuil de la douleur, et hop, le cerveau dit attends, là j'ai mal, ça va pas. Mais bon, ça faisait déjà 2-3 jours que c'était pas bien, et puis là ça y est, on a atteint le seuil de la douleur, donc le cerveau envoie l'information. Toi tu t'es dit, ce seuil de la douleur, je la fais descendre parce que je me masse, parce que je mange pas n'importe quoi, Voilà. parce que j'ai un sommeil assez régulier, donc ça va faire descendre cette contrainte. Mais vu qu'il y avait l'entraînement, peut-être elle descendait pas assez vite et tu as gardé Exactement. un jour à l'autre une Et ça douleur. remonte à chaque fois un petit peu plus haut et ça redescend un petit peu moins bas. Donc au final, tu vois, la jauge, elle se remplit quand même à chaque fois un petit peu plus, un petit peu plus. Et puis au final, tu es obligé de t'arrêter parce que tu te dis que... Parce qu'on est quand même tous, je pense, motivés aussi par la perf. Et quand tu mets des objectifs, puis que tu vois que pendant la course, tu es en train de boiter pendant 40 km, bon bah là, la perf, tu la mets de côté, alors bah, tu te ranges sur le côté plaisir. Mais le plaisir, au bout d'un moment, t'as tellement mal que t'en prends plus. Donc au final, tu reviens chez toi et tu te dis, bon bah ok, j'ai pas voulu m'arrêter de m'entraîner parce que j'adore sortir en montagne et tout ça. Mais aussi, j'aime bien préparer des courses où la performance est là. Mais je peux plus parce que j'ai mal. Donc tu fais quoi? Puis au bout d'un moment, bah, je pense que tout coureur qui se respecte, tu dis, bah j'arrête. Là, tu vois, ça faisait... première fois, je pense, en 1 an et demi que ça faisait 11 jours que j'avais pas couru, quoi. Donc, Non, parce qu'au final, il n'est pas beaucoup en fait. non, pas beaucoup, je sais pas, mais j'ai Bah, trouvé ça long, clairement, je je sais pense pas. que, enfin, alors ça, c'est pas forcément scientifiquement prouvé, mais moi, le recul que j'ai un petit peu, que ce soit un peu dans le milieu, je pense que la coupure annuelle, elle est, à mon sens, plus ou moins indispensable quand même pour durer, pour éviter les blessures. En particulier, je pense qui est chronique, les petites tendinopathies, ce genre de choses, parce que mine de rien, alors il y a le besoin psychologique de s'entraîner, ça je pense que ça dépend beaucoup des gens, ça dépend aussi de ta manière dont tu vis l'entraînement, et on sait, c'est vrai qu'on a longtemps considéré l'entraînement seulement comme une charge physiologique, et on sait aujourd'hui que la plupart des manières de quantifier l'entraînement, aujourd'hui il y a une vraie part physiologique, tiens, je fais telle charge, mais il y a aussi, et de plus en plus, une part psychologique qui est prise en compte. C'est-à-dire qu'on va dire à l'athlète quel est ton ressenti de la séance. Ce qu'on appelle le RPE. Voilà, tu peux avoir la même séance, un coup elle est à 8, un coup elle est à 5, parce que selon ta fatigue, et on sait qu'aujourd'hui il faut tenir compte vraiment de ça quand on veut évaluer la charge d'entraînement de l'athlète. Et donc la coupure, elle est, je pense, importante pour peut-être aussi voilà, faire redescendre le ressenti de l'athlète, parce que dans la tête, à un moment donné, il peut y avoir un peu un ras-le-bol. Et puis le côté aussi, quand même, le corps, à un moment donné, il a besoin d'un repos pour se réparer, entre guillemets, qui est nécessaire. Après, je pense qu'il n'y a pas de modèle idéal de coupure. Est-ce qu'il faut rien faire du tout? Mais je pense qu'il faut quand même complètement se sortir pendant la coupure de toute chose cadrée, déjà d'avoir un plan d'entraînement écrit, ça déjà on arrête, et puis de toute contrainte liée au fait de dire ah je vais aller m'entraîner parce que sinon je vais perdre de la performance, parce que ah il y a des courses, même si elles sont dans 2 3 4 mois, non mais là si j'arrête de m'entraîner, je pense que pendant la coupure, il y en a ils diraient faut pas faire du tout d'activité physique. Moi je pense que c'est voilà pas d'activité contraignante psychologiquement. T'as envie d'y aller, t'as envie d'aller courir. Et puis, il n'y a pas à dire 20 minutes de footing, ça sert à rien, du coup je les fais pas. Si tu as envie de faire 20 minutes, au bout de 20 minutes ça te suffit, tu rentres chez toi. Voilà, alors après par contre on va pas faire 5 heures, ça c'est clair, même si tu as envie de faire 5 heures, je pense que quand tu fais la coupure, faut pas. Mais voilà, des petits footings. Après, bon, on voit certains qui durent, c'est des vraies coupures pendant 3 semaines, un mois, ils font pas de sport ou quasiment pas de sport. Mais je pense qu'il faut voilà, vraiment reposer à la fois le psychologique et puis aussi le corps. Et je crois que dans le trail aussi, on est, je pense, en train de s'en rendre compte, il y a quand même beaucoup de blessures. Il y a peut-être aussi juste trop de compètes, trop d'entraînement dans une saison. Et, euh, et ça, on va s'en rendre compte. Et on ne voit pas, je pense, encore les impacts à long terme. Est-ce que courir plein d'ultra dans la saison, c'est pertinent? On le voit aussi, je pense, en termes de performance. Les meilleurs, François Dens, Xavier Thévenard, si on parle des Français, ils courent pas tant que ça, quoi. Ah, ils ont des périodes où ils font complètement un autre sport presque. C'est ça, et puis moi je trouve que François, honnêtement, là-dessus, c'est un modèle dans la durée, dans la performance.
c'est François. J'avoue que je me suis pas penché exactement sur ce qu'il fait, mais tu as l'impression que après un ultra, pendant 2-3 semaines, il fait rien, quoi. Et puis il revient vite, et puis par contre, quand c'est le moment de s'entraîner, il s'entraîne, quoi. Quand il a préparé la Western, je crois qu'à un moment donné, c'est monté, il a fait une semaine à plus de 200 bornes, il me semble qu'il avait fait 200 bornes à pied, puis 7 ou 8 heures de vélo, quoi. Une sortie de 7 heures de vélo, il me semble. J'avais vu, voilà, quand il faut s'entraîner, parce que pour le long, il faut quand même faire des volumes importants quand tu vises la performance entre guillemets, de haut niveau. Mais il y a ces vraies phases de récup, à la fois peut-être pour le psychologique, c'est ce qu'il dit aussi quand tu l'entends, c'est qu'il a besoin, voilà, de savoir, quand il a l'UTMB, de savoir pourquoi il est là et d'avoir entre guillemets, cette fraîcheur mentale et qui, je pense, tu peux perdre quand tu t'entraînes tout le temps trop. Et puis aussi la fraîcheur physique pour pas aller de blessure en blessure. Ah, et puis bon, cette année, il avait été embêté aussi, donc c'est quelqu'un qui connaît. Alors, pour revenir sur les blessures et la gestion, allez, je vais passer aux miennes. On va remonter dans le temps avec une qui était amusante. C'était en vélo en 2009. Donc j'étais gentiment sur une route en descente et puis bon bah une voiture m'a un peu serré, elle a touché le guidon et quand un guidon touche une voiture à 50 km/h, c'est dur de rester sur le vélo. Donc je suis tombé, fracture de l'humérus. C'était assez pénible parce que ça a mis 1 mois et demi avant que je rebouge correctement le bras parce qu'il y avait une phase de consolidation. Après il y avait chez le kiné quand il faut tirer sur l'élastique. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que dès que j'ai plus de plaies sur les genoux, parce que j'avais été écorché à vif, je suis remonté sur mon home trainer au bout de 2 semaines, alors qu'on était fin octobre, la saison était finie. Mais bon, après 2009, j'étais pas très vieux, j'avais 17. Et en fait, tout de suite, j'ai enchaîné tous les jours, je crois que je faisais 1h30 de home trainer, bah, ce qui en fait, avec le recul, ne rimait à rien, puisque 2010 avait été une très mauvaise entame de saison. Donc finalement, ce home trainer anticipé en me disant bon ben je me suis pété l'épaule, je fais tout sur home trainer. Alors à l'époque je faisais du vélo, donc en théorie ça semblait pas très idiot, mais en fait en pratique ça avait servi strictement à rien puisque à la sortie de l'hiver, bah j'avais pas énormément progressé puisque j'avais simplement voulu faire quelque chose qui n'était pas cadré, alors que j'aurais pu prendre beaucoup plus de temps pour retrouver de l'envie. Et ensuite, parce qu'il faut savoir qu'en cyclisme, globalement, avant mars, il se passe pas grand-chose. Donc souvent, chez les cyclistes, on retrouve une très grosse coupure au mois de novembre, et puis après, c'est vraiment gentillet en décembre avec de la natation, de la muscu, enfin un petit peu de tout, de la marche, des trucs. Et c'est vraiment début janvier, voire mi-janvier, que là, ça remet en route avec des gros stages, des grosses charges. Et moi, plus malin que tout le monde, j'avais voulu commencer ça début novembre, et puis bah, en fait, avec le recul, ça avait servi à rien. Ouais, mais je pense que le trail a un peu besoin de s'inspirer, je pense aussi en termes d'entraînement et la blessure est quand même toujours liée à l'entraînement, hein. On se blesse pas par hasard. Par exemple, tout le monde m'a dit à un moment de ma fracture de fatigue, ah ouais, ça arrive pas au bon moment. Ouais, forcément, oui, ça arrive quand tu t'entraînes beaucoup, hein. Ça arrive pas quand tu fais 3 footings dans la semaine. Enfin, pour quelqu'un qui s'entraîne comme moi, je dis pas quelqu'un qui courrait pas du tout, mais oui, ça arrive forcément à un moment donné, une fracture de fatigue quand tu es dans une forte période de travail. Mais, euh, mais après, pour revenir, ouais, je pense que dans le trail, il y a de moins en moins, alors il y a tellement de courses, il y a tellement de compétitions qu'il y a une difficulté, je pense, à vraiment avoir une programmation avec une période où c'est loin de la compète, il n'y a pas de compète avant, et on le voit, et alors d'autres sports, par exemple, comme les sports d'hiver, eux sont contraints par la neige et donc par leur sport à avoir une période de compétition qui est courte. Alors ils enchaînent les compètes, hein, une fois que ça a commencé, je pense qu'ils C'est peuvent toutes plus les trop, semaines. peuvent plus trop s'entraîner, mais c'est vrai que pendant toute une période, ils ont voilà, pas de contraintes de compète et donc pas forcément ce besoin de dire tiens j'ai une petite blessure mais là il y a la compète dans 15 jours, dans un mois et de continuer. Et ça je pense que c'est aussi un des problèmes dans le trail, c'est comme on a tout le temps des compètes, bah, quand on a une petite douleur, on a plus de mal à s'arrêter que dans un sport où bon, tu prends, je sais pas, le biathlon, ils reprennent en principe au mois de mai, on va dire, à mon avis, au milieu du mois de mai. Bon, bah, s'ils ont une petite tension au mois de juin, ils vont pas se dire on va forcer comme des bourrins, c'est bon, les compètes c'est pas avant le mois de décembre. Donc je pense qu'on prend aussi plus le temps dans ces sports-là de se soigner, de ralentir l'entraînement que nous, où
Voilà, on peut prendre l'Ultra Trail World Tour, ça commence à la Transgrande Canaria et puis ça finit. Même là, pas, tu as le Vibram Hong il y a Kong Vibram en Hong Kong, janvier. voilà, et puis là on est le Vibram Hong Kong c'est dans un mois quoi. Donc en fait si t'as pas cette capacité de toi-même de prendre ce recul, de te prendre ces périodes pour t'entraîner, tu peux avoir tout le temps des compètes et du coup être tout le temps dans cette dynamique de entraînement compète qui prive les périodes de repos qui à mon avis sont problématiques. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut vraiment définir 3 courses par an. Alors moi, tu vois, il y a aussi le côté, là, je prends pas du tout de risque parce que moi, pour moi, c'était vraiment dans ma tête la course bonus, un peu la course vacances. Voilà, j'ai bien réussi les Templiers. C'est pour que j'avais pas décidé avant les Templiers parce que c'était en gros, si je réussis pas les Templiers, j'aurais coupé parce que j'aurais plus trop eu envie de m'entraîner. Là, j'ai réussi, j'ai dit bon allez, je vais au Cap, mais vraiment en mode, voilà, c'est un peu la course vacances. Alors je m'étais préparé sérieusement, hein, j'étais en forme, je pense que pas très loin du niveau que j'avais au Templier, mais voilà, ce côté aussi de pas à tout prix vouloir faire quelque chose, et aussi ça permet ça d'accepter plus facilement quand t'as une blessure, de t'arrêter, de dire là maintenant c'est temps de se soigner. Ah, et puis souvent, là, tu disais au tout début, là, la blessure, elle intervient au mauvais moment. Ben, en fait, oui, parce que qu'est-ce qui se passe avant une course? Tu vas t'entraîner pour faire augmenter ton niveau. Du coup, tu te surfatigues, entre guillemets, pour ensuite surcompenser. Et au moment où tu te surfatigues, ben là, tu es hyper... Sensible. Voilà, la moindre chute Ouais. peut causer une fracture de fatigue, enfin pas forcément, mais disons que ton corps est plus affaibli, donc il va moins bien gérer un choc. Le moindre petit virus à la con, bah tu le chopes. Et là j'ai un super exemple. Après l'humérus 2009, je citerai mononucléose 2012, exceptionnel, très bon cru. Donc là je sortais de l'hiver, un hiver génial, j'avais vraiment bossé beaucoup. Le dernier souvenir que j'avais, c'était je montais à la Fécla, grand plateau à 26 de moyenne. Oui. Donc là, En effet. je croyais pas mon capteur au début, puis bon, après, quand j'avais mis sur Strava, j'avais bien vu qu'en fait, ça allait vite. Et donc, je me disais, première course, je vais les défoncer. Et j'arrive à la première course, c'était une semaine ou deux après, peut-être deux. Alors, c'était quand même du haut niveau amateur, première catégorie, mais j'ai fait 7 km dans le peloton. Voilà, il faut savoir que, quand même, tenir un peloton, c'est pas à la portée du premier imbécile venu, mais très clairement, 7 km, c'était pas beaucoup. Et en fait, quand j'ai lâché, j'étais vraiment à fond, je soufflais, je me disais, mais c'est pas possible que les autres soient aussi forts que ça, c'est incroyable. Et puis en fait, 5 jours après, j'ai fait un test sanguin et j'avais une mononucléose. Bah voilà, le virus passait pendant que j'étais au top de l'entraînement, et manque de bol, à un repas de famille, j'ai dû boire dans un verre que je sais pas qui avait bu avant, ou dans une bouteille ouverte, et voilà, le truc con était passé. Et donc là, bah, mononucléose, c'est très facile à quantifier, puisque je m'étais pris le pouls l'hiver, au repos j'étais à 35, et une fois que j'ai su que j'avais la mononucléose, je reprends un peu mon pouls, et j'étais à 70. En effet. Et sur le plat, pour tenir du 28 km/h, j'étais à 185, ce qui était quasiment ma FC max du moment. Donc là, c'est imposé un mois de repos, et pareil, une mononucléose, c'est difficile à quantifier. Il y en a chez qui ils vont l'avoir sans presque le voir. Ils vont être fatigués, mais ils vont pas trop comprendre pourquoi, puis après ça ira mieux. Il y en a, ils vont passer des mois au lit. Et puis, bah, du coup, on sait pas quand est-ce qu'il faut reprendre ceci, cela, parce qu'au bout de 3 semaines, l'infection n'est plus là. Ça, c'est médical, c'est clair et net. Et donc, bon, moi j'avais attendu un mois, puis au bout d'un mois, j'ai dit, bon, je vais refaire du vélo. J'ai fait un tour sympa, bon, j'allais pas très très vite, mais j'étais pas hyper essoufflé. Donc j'ai refait un mois cool, et au bout de 2 mois, donc j'ai fait une compétition, et là j'ai fait exactement la même performance que l'année d'avant. Donc je me suis dit, c'est reparti. Mais c'était 2 mois où je savais pas trop quoi faire, quoi. Ouais, bah c'est toujours, ouais, c'est difficile de savoir. C'est la blessure, en fait, soit tu as une blessure nette, précise, tu as le diagnostic et tout. Quantifié. Et là, bon, après, alors, c'est toujours difficile de savoir ce qu'il faut faire parce que si tu prends 3 avis médicaux, c'est rarement 3 fois le même, c'est même plutôt 3 fois des choses différentes. Qu'après, il faut sentir, s'écouter, prendre des avis. Je pense aussi, des fois, dans le milieu plutôt de gens qui pratiquent, c'est vrai que. Je pense aussi que les gens, mine de rien, qui font du haut niveau, ont souvent quand même des capacités de récupération un peu au-delà de la moyenne. Et peut-être que bon, une
blessure comme moi là j'ai à la cheville, c'est peut-être que dans 15 jours c'est reparti, peut-être que j'ai des gens plus sédentaires, il faudrait plus. Bon voilà, moi ça la question se pose pas parce que ça va être la période de la coupure, donc ça va être un mois sans rien, comme ça ce sera bien soigné. Mais ouais, c'est toujours cette difficulté vraiment le bon diagnostic. Et une fois que, alors quand tu l'as déjà le diagnostic, souvent c'est pas mal, mais aussi après imposer un petit peu aux gens, et ça c'est des fois le rôle de l'entraîneur, de à un moment donné dire à l'athlète stop quoi. Là tu as une blessure, je pense, on peut parler, je pense c'est assez typique les fractures de fatigue des métatarses au niveau du pied. Bon, tu peux pas trop courir, c'est vite souvent compliqué, ça fait mal. Par contre, le vélo est rarement douloureux. Par contre, si tu fais du vélo, du vrai entraînement en vélo pendant cette période, que tu t'entraînes comme si. Alors je Pas- pense que si tu fais du vrai vélo, tu devras avoir mal quand même au bout d'un moment. Bah, tu vas avoir. Je pense que c'est pas douloureux au point de t'empêcher de faire du vélo. Parce qu'il y a moins de choc quand même. Ça peut faire mal, mais souvent, il y en a, ils vont vouloir continuer à s'entraîner en disant ah non, mais là je vais perdre du temps. Et puis voilà, ça se trouve, tu t'arrêtes, ça se soigne vite, en 6 semaines c'est réglé, voire un peu moins, parce que souvent tu as quand même une phase où t'as pas forcément tout de suite mal de la fracture de fatigue. Donc tu vas peut-être la ressentir qu'au bout d'un certain temps, et puis voilà, tu vas pouvoir reprendre le vélo, tu vas pouvoir reprendre des fois après en 4 6 semaines, ça dépend vraiment, hein, ça faut écouter la douleur. Mais par contre, si tu fais du vélo, ça peut traîner 3 4 mois et puis finalement, tu as perdu du temps quoi, par rapport à un arrêt. Parce que si ça dure 4 mois, faut mieux s'arrêter 3 4 semaines, se réentraîner en étant soigné pour de vrai. Au bout de 4 mois, tu as retrouvé ton niveau. Quoi. Faire de la Alors que si qualité, tu as et après tu repars. si t'as bricolé pendant 4 mois, c'est pas intéressant. Quoi. Et puis, mais c'est toujours la grosse difficulté, c'est le bon diagnostic et puis à quel moment je m'arrête. Quoi. Ça, c'est vraiment la clé. Mais globalement, à mon avis, il faut quand même savoir un peu trancher dans le vif. C'est qu'à un moment, soit tu considères que c'est plus compatible avec l'entraînement parce que ça fait trop mal, parce que sans aller dans les extrêmes des fractures de fatigue, mais sans une douleur, elle te fait trop mal, tu peux plus t'entraîner correctement. Une séance sur deux, tu dois bâcher parce que la douleur est là. Oui, puis Bon, le plaisir, il est plus là, quoi. c'est ça, c'est Tu ça, vois, c'est si, ça, si bah au bout d'un clairement. moment, tu te forces, tu cours, Ah bah tu si te t'as rends mal, compte en courant ouais, que tu prends même plus de plaisir à courir et que tu vas juste pour t'entraîner pour un objectif. ouais, c'est. Il y a un moment où tu fais un sport parce que t'aimes aussi t'entraîner et partir tous les jours, que ce soit Ouais, tôt puis ou bon, tard le globalement, soir, la quoi. vie, c'est aussi être là, quoi, ce que certains appellent le moment présent, mais c'est être là à ce moment-là, ici, quoi. C'est pas dire, tiens, ça sera bien dans 5 jours. C'est là, voilà, faut que ce soit quand même, faut que tu sois capable d'être là au moment. Et c'est vrai que quand tu as des blessures, quand tu as des douleurs qui t'empêchent de vivre ne serait-ce que le moment parce que tu as juste mal partout, tu n'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Là, à ce moment-là, il faut être psychologiquement capable de se dire, bon là, c'est trop, quoi, je m'arrête, je me repose, et puis on reprendra quand c'est soigné, quoi. Et je pense qu'il y a une grosse part psychologique aussi dans la guérison, quoi. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai eu, après ma fracture de fatigue, la reprise a été un peu compliquée avec enfin, le tendon d'Achille qui tirait. Alors, je pense peut-être une reprise un peu trop rapide parce que j'ai refait du vélo, donc je pense que ma condition physique est remontée assez vite. Et du coup, quand j'ai repris la course à pied, courir était pas trop problématique, donc j'ai peut-être couru un petit peu, enfin un volume un peu trop fort, trop rapidement. J'ai les tendons qui ont tiré, et là, toujours cet engagement, la décompète qui était prévue, je l'ai faite. Alors qu'il y a des moments avec le recul, par exemple, je pense à une compétition que j'ai fait en Espagne où j'ai couru 40 bornes en ayant mal, ça a fait qu'empirer. Et derrière, je n'ai pas pu marcher pendant 12 jours. Et puis j'y pensais parce que j'avais toujours cet engagement, l'OCC fin août. Et puis à un moment donné, je me suis juste dit, c'est bon quoi, là on recourra quand il y a plus mal. Et là, bizarrement, en l'espace de 3 4 jours, c'est parti quoi, parce que je suis arrêté de me focaliser là-dessus. Je me suis dit, bon bah voilà, t'as mal, tu peux pas courir, tu fais rien, puis ça passera quand ça passera. Et c'est presque parti d'un coup, c'était assez. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui, peut-être un blocage qui faisait que j'avais mal, autre chose, je sais pas, mais d'un coup j'ai eu l'impression que ce sorte de lâcher prise, cette acceptation de bah t'as mal, c'est comme ça m'a aidé quoi. Mais d'ailleurs, je pense que le mental, il a un double, enfin, il a un effet pervers, c'est qu'il peut aider à soigner, mais chez certains, je pense qu'il peut enfin, il peut inciter aussi à la blessure. C'est-à-dire que si dans notre sport, vu qu'on a quand même, on l'a dit, plutôt tout le temps un petit pépin, quoi, on n'a jamais les deux jambes qui vont nickel ou tout va bien, il y en a qui se focalisent trop sur leur petit pépin et ça en devient un gros. C'est-à-dire Oui, que tu oui. vois,
Il faut aussi, nous c'est peut-être dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on s'écoute pas trop. Oh j'ai mal là mais vas-y c'est pas très grave. Et d'autres ça va être l'inverse, c'est oh j'ai mal là tout de suite c'est super grave. Tu vois. Oui, Et oui, nous, bah, du coup, ça et c'est ouais. clair, le Et je psychologique. pense qu'il faut travailler là-dessus et arriver à cet équilibre entre, peut-être aussi ça vient avec le temps et quand tu t'intéresses au corps humain, s'intéresser à où est-ce que tu as mal, à quoi ça Mais peut, moi, tu je crois vois. beaucoup au fait que la négativité, ça entretient la blessure, voire ça Mm. l'aggrave, hein, entre celui qui va se dire bon, ok, ça va se soigner, il y a Ouais, une je douleur, pense ça aussi. va passer, et celui qui se dit ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et qui fait. Enfin, c'est comme si je te dis pense pas je sais pas, un ballon blanc, qu'est-ce que tu penses? Tu penses à un ballon blanc, quoi. Et si tu penses tout le temps j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, enfin, j'ai eu une petite alerte là, il y a une quinzaine de jours, une petite tension dans la cuisse et je suis parti au début je crois que j'avais 4 heures à faire, j'ai eu une toute petite je n'arrive plus trop à me rappeler mais il me semble qu'au tout début j'avais rien, ça a dû commencer au bout de je sais pas une heure, une petite tension, puis je suis parti faire un grand tour, je crois que ça faisait quasiment 40 km, donc à un moment donné j'étais à 20 bornes de la maison, donc bon là t'as quand même pas trop le choix, faut rentrer, et ça me faisait de plus en plus mal. Et jusqu'au moment donné, je me suis dit, non mais là, si tu continues à te focaliser sur ça fait mal, tu vas pas rentrer à la maison, quoi. Il va falloir, ça va trop. Et à un moment donné, j'ai eu faire, non mais c'est bon, t'as mal, oublie que t'as mal. Et bizarrement, à la fin de la sortie, ça allait, quoi. Ouais, mais J'ai arrêté de me concentrer dessus, et puis finalement, alors, on n'a pas trop su ce que c'était, pourtant j'ai eu les kinés de l'équipe de France juste après, c'était peut-être plus une réaction cutanée, mais ouais, au moment donné où j'ai lâché prise de dire bon c'est bon, t'as mal, c'est comme ça, et ben le ressenti, et je pense que ça c'est un peu le psychologique, était beaucoup plus faible, quoi. Le fait de dire oui, oui, il y a tout, la tension elle était toujours là, mais c'est, et ça je pense qu'on peut sortir du concept de la blessure, mais je pense que à l'effort c'est la même chose, quoi. C'est à un moment donné, quand tu cours à une certaine allure, la douleur elle est là, il y a pas. De toute façon, ce que tu dis, Kylian Jornet, si on prend les grands, dans son livre, il dit qu'on fait un sport où il faut aimer à aimer la douleur et à la chérir. C'est-à-dire que si c'est pas pour rien, lui aussi il doit souffrir, mais il faut arriver à te persuader que tu aimes ça. Tu aimes C'est la ça, douleur, tu aimes. c'est ça, et puis l'accepter, elle est là, la Et douleur, voilà. elle est. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est le concept, courir à cette allure, sur un format de cette durée, ça fait mal. C'est comme ça, il n'y a pas de. Enfin, tu peux choisir de ralentir, si tu ralentis, tu auras moins mal, mais c'est juste à un moment donné, je sais pas, on peut prendre les Templiers pour moi, tu cours à. On peut penser que c'est un équivalent, je pense, d'à peu près 15 km/h sur le plat, la gagne des Templiers, voire peut-être un peu plus. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, courir à 15 km/h au bout de 4 heures de course, ça fait mal. C'est comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de choix. Et c'est juste que vouloir être à la fois à cette vitesse-là, à ce moment-là de la course, ça entraîne cette douleur-là. Donc tu l'acceptes, tu dis, voilà, elle est là. Faut pas essayer de l'oublier, parce que si tu veux l'oublier, ça marchera pas. Parce que tu dis non, j'ai pas mal, tu auras plus mal. C'est juste, elle est là, je l'accepte. Je lui fais une petite place en lui disant, t'es là, ok, t'es là, la douleur, je t'accepte. Et je pense que quand tu arrives à faire ça, tu as un ressenti qui est moins important. Et puis aussi, pas se projeter trop à l'avant de la course, quoi. C'est-à-dire, tiens, là-bas, il y a une montée, je suis pas bien en ce moment, putain, la montée là-bas, ça va être super dur. Mais ça sert à rien, quoi. Là, à ce moment-là, tu es au kilomètre 60,5, t'es pas au kilomètre 65, quoi. Quand tu seras au kilomètre 65, tu verras ce qui se passe. Mais ce côté, rester là dans le moment, te concentrer sur ce que tu fais, c'est important aussi pour, je pense, mieux accepter ce qui se passe, quoi, simplement, voilà. Ou alors après, si ça te fait trop mal, ralentis, mais si tu ralentis, t'es plus dans le même schéma, c'est plus la même chose, et oui, t'as moins mal, mais parce que c'est plus la même chose, quoi. Alors que une certaine allure, elle impose ça, bon, tu l'acceptes, et puis, je pense que c'est important dans la performance, il y a un moment donné, il y a ce que tu es capable de faire sur le plan physiologique, mais le psychologique, c'est aussi peut-être ce qui progresse le plus au fil des années, cette capacité à repousser un peu, entre guillemets, ses limites, quoi. Parce que si tu repousses tes limites, tu meurs, mais tu devrais. Mais c'est ces limites qu'on s'impose mentalement, quoi. Ouais, mais je pense qu'on fait tous aussi ce sport pour voir jusqu'où on est capable d'aller. Donc il y a un moment où il faut accepter cette douleur pour voir jusqu'où tu peux aller. Tu vois. Et puis pour oublier la douleur, j'avais eu un TFL à l'automne 2014, donc bon là je m'entraînais tout seul, donc je faisais à peu près n'importe quoi. Et douleur à l'extérieur du genou,
Donc j'ai regardé dans un podcast comment soigner le TFL parce que première fois là que ça me l'a fait, j'ai fait n'importe quoi et puis ça a duré je sais pas 2 mois, 2 mois et demi, enfin c'était long Ouais, c'était long, je me rappelle. parce que je comprenais pas trop comment ça se faisait donc je me reposais, je mettais de l'argile, je faisais autre chose et puis je repartais et puis bon bah ça allait pas et un coup ça m'a saoulé, je sais plus ce que j'avais fait comme activité, bon vu que c'était l'hiver, il y a peut-être eu un coup de bringue par-ci par-là mais j'avais bien oublié le truc pendant un moment et puis un jour, j'ai recouru en janvier et bon, il n'y avait plus rien. Et puis après, bon, bah après j'ai compris comment ça fonctionnait un TFL. Chez moi, c'était mécanique, c'était l'étirement des fessiers. Et en 2016, quand il est revenu de manière violente, enfin hiver 2015-2016, bon bah là en 2 semaines, c'était réglé parce que j'avais un protocole à mettre dessus. Donc là, c'était facile. Et du coup, la gestion avait été hyper simple parce que j'avais eu super mal. Je me suis dit, ah putain, c'est la même chose qu'à tel moment. Et j'avais compris que ça venait de l'étirement du fessier, donc je l'ai fait pendant 2 semaines en me reposant puisqu'il fallait que la tension mécanique soit levée, et au bout des 2 semaines, bah, c'était reparti. Non, mais clairement, Donc quand là, t'as des choses j'avais mécaniques, une. quand t'as des choses chroniques, il faut comprendre d'où ça vient, quoi. Avoir Ouais. mal, c'est pas normal. De Et manière puis j'avais une chronique. facilité mentale en fait. Je savais ce que c'était, j'ai dit ok, c'est ça. Je savais comment le réparer. Après, j'étais pas tout à fait sûr de la durée, mais le kiné que je voyais à l'époque, qui était quelqu'un de très bien, hein, il m'avait dit, normalement en 2 semaines ça part. Alors je crois que ça a peut-être mis 3 semaines, mais du coup j'avais une durée, j'avais un protocole, j'avais tout, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé à me reposer. À aucun moment je m'étais dit, tiens, je vais aller faire du vélo, parce que ça ne rentrait pas dans la programmation, dans le protocole, donc mentalement c'était accepté que ça allait se dérouler comme ça jusqu'à telle date. Ouais, non, mais l'acceptation, c'est la clé de la récup, quoi. Une fois que tu as accepté, une fois que tu as le diagnostic, on en revient, c'est le diagnostic, c'est ça la clé. Voilà, j'ai telle douleur, et puis là, voilà, je sais ce qu'il faut faire, ce que tu expliques bien, quoi. Une fois que tu as un protocole, tu le suis, quoi. Mais, et puis bon, c'est quand même aussi, moi j'aime beaucoup la phrase de Cédric Fleurton quand il dit le sport au service de la vie, quoi. Et c'est pas le contraire. Donc, quand tu fais du sport de manière où tu as des douleurs qui sont chroniques, que tu as tout le temps, à un moment donné, c'est pas ça le sport, quoi. Tu fais pas du sport pour avoir mal en permanence, quoi. Donc, quand ça arrive à un stade où, voilà, alors, par contre, ce que disait Arthur, c'est bon, à chaque fois que tu as une tension, tu t'arrêtes pas de courir parce que sinon, c'est sûr que tu cours pas souvent. Mais c'est à un moment donné, quand c'est trop, tout le temps, chronique, ça s'accentue. Voilà, il faut accepter, stop. Mais ça, moi, je le remarque. Parce que j'entraîne quelques personnes un petit peu, c'est qu'il y en a, c'est difficile quoi, de leur faire comprendre que le repos c'est ce qu'il y a de meilleur pour eux. Des fois ils n'acceptent pas quoi. Ah oui, oui, non mais je vais régresser. Ouais, mais bon là si tu continues, tu vas peut-être pas régresser à l'instant T. Par contre, tu vas pas faire quelque chose de sérieux, puis le niveau que tu aurais pu avoir dans 6 mois, bah tu l'auras pas parce que pendant 6 mois ça va être du bricolage quoi. Et Mm. ça c'est important, je pense, de comprendre qu'à un moment, stop, je me soigne et après je reprends quoi. Et encore que alors bon, quand t'as une petite tension, généralement ça part, tu peux faire une bonne séance quand même. Mais là, je vois en préparant l'Afrique du Sud, j'avais de plus en plus mal au périoste parce que on faisait beaucoup de plats. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui se déclenche beaucoup dès que je fais du plat. Et bah, à un moment donné, les allures passaient plus en séance. Donc le souffle allait bien, il n'y avait pas de souci. Mais simplement, le fait de rebondir d'une jambe à l'autre avec la douleur sur les périostes, eh ben, c'était insupportable. Et du coup, les séances passaient plus. Donc là, bah, on a mis, je crois qu'il y avait eu 3 4 jours de repos, du vélo et de la marche, parce que ça me fait beaucoup de bien sur les périostes. Et puis après, c'était reparti pour des séances. Et là, on avait retrouvé les bonnes allures. Mais le mec qui se dit, putain, ça va pas, qui se force mentalement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont capables de se forcer vraiment mentalement très très dur. Et lui, il va continuer, les allures vont pas trop se tenir, il va continuer, et c'est là qu'on va peut-être avoir la fracture de fatigue au tibia. Là, ça c'est souvent chez le coureur. Oui, non, mais c'est à un moment donné, il faut aussi avoir, quand on parle de performance, une logique, quoi. Quand tu t'entraînes pas pour t'entraîner, tu t'entraînes, alors il y a ce que tu vis au moment de l'entraînement, qui doit être quand même épanouissant, mais il y a aussi le côté, voilà, c'est un peu sans un plan d'entraînement, c'est coucher sur le papier un truc qui est cohérent pour te mener à un certain niveau de performance. Et il y a un moment donné, faire les séances pour faire les séances, si derrière il n'y a pas d'assimilation parce qu'il y a une surcharge et tout, parce que je pense que le fait est que si c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que si tu as mal au périoste en plus de ta séance, le ressenti est beaucoup plus difficile. Et donc du coup la charge
réelle de l'entraînement, elle est plus marquée que ce qu'il y a théoriquement sur le papier quand tu es dans un état entre guillemets sain où tu as pas mal au période, parce que t'as un ressenti qui est plus dur, parce que tu as déjà. J'avais lu, alors je sais plus dans quel bouquin c'est en gros, alors je pense qu'il est variable selon les gens, mais un seuil de tolérance à la douleur. Et en fait, du coup, plus tu as de douleur parasite, entre guillemets, on va dire que le max de la douleur supportable, c'est 100. Si déjà, avant de commencer l'effort, tu as, je sais pas, 25 liés à des douleurs chroniques, et ben, tu n'as plus que 75 disponibles, entre guillemets, pour l'effort. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi essayer d'avoir le moins de douleur possible quand tu veux partir à l'effort, parce que toutes les tensions parasites que tu as, entre guillemets, elles jouent sur ton niveau de performance maximum. Ça, j'en suis quasiment convaincu, quoi. Moi, je pense que on a pas mal fait le tour, puisqu'on a dégagé plusieurs axes. Le premier, c'est que quand il y a un problème, donc là c'est la blessure, deux options, soit c'est un truc, on sait que c'est bénin, voilà, dans 2-3 jours c'est passé, on s'en fout. Soit on sait que ça va rapidement empirer, et donc là, il faut accepter. Et ensuite, Le il diagnostic, faut, à partir de voilà, l'acceptation. il faut avoir cette précision. Qu'est-ce que c'est? Grosso modo, combien de temps ça va me prendre? Dans ce laps de temps, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses au maximum? Voilà, peut-être, moi j'ai un ami, il mange pas de légumes. Bon ben, le jour où il a un truc un petit peu handicapant, peut-être il va falloir qu'il se penche là-dessus pour s'occuper pendant sa rééducation. Donc on peut avoir ça. Je sais ce que j'ai, je sais combien de temps ça doit prendre, quel protocole établir. Puis ça peut être aussi pour s'occuper l'esprit. Je discutais une fois, c'était il y a longtemps déjà, mais avec un kiné qui me disait, eh ben, il y a un tel à un tel, ils viennent chez moi, mais ils n'ont pas besoin de grand chose. Mais je pense qu'ils viennent chez moi pour tuer le temps et s'occuper l'esprit. Donc bon, c'était des athlètes professionnels. Mais c'était pour que, par exemple, dans une après-midi, ils aient un échange avec un kiné, voilà, qui les masse un petit peu, et puis qu'ils n'aillent pas faire la sortie de trop ou quelque chose comme ça. Donc pour avoir une... Enfin après, c'est peut-être ma personnalité, mais quand j'ai un plan mental, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour moi. Ouais, puis je pense que bon, au niveau de la blessure, il faut aussi parler de la prévention. Et moi, ma kiné, ce qu'elle me disait, c'est que dans le monde du trail, on est quand même tous, après vous me direz si c'est le contraire, mais plutôt raides. Ouais, On clairement. n'est pas des gens très souples. Et il y a beaucoup de blessures qui viennent du fait qu'on est trop raide. C'est-à-dire que les tensions se créent parce que nos muscles sont trop contractés. Et ça pourrait être évité avec des petits étirements les jours de récup, par exemple. Où là, Avec des médicaments, il y a le décontractile, Ouais. ça marche très bien, c'est pas encore interdit, profitez-en. Non, mais Mais voilà. clairement, c'est des routines à mettre en place. Et je pense que c'est vrai que ces périodes de blessures peuvent être des bons moments. Je lisais, je sais plus dans quel livre c'est, mais en gros, pour que quelque chose devienne une habitude, c'est quasiment 6 mois quand même. Donc il y a une première phase où voilà, faut vraiment se forcer. Puis en fait, plus tu te forces, alors il y a une petite période où il faut se forcer à faire les choses, mais au bout d'un certain temps, alors c'était assez long, je crois, c'était entre 4 et 6 mois, il me semble que c'est 6 mois, j'ai un petit doute. Ouais, faut pas être trop dérangé pendant cette période-là. Et là, par contre, une fois que c'est installé, c'est hyper simple. Mais en gros, nous, c'est aller courir, voilà, il y a pas, c'est facile, mais il faudrait qu'on réussisse. Alors c'est peut-être moins fun, peut-être pour ça qu'on le fait moins, mais pareil, il faudrait que l'étirement devienne un peu automatique. Alors plus ou moins différemment. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop s'étirer, je Non, pense, non, en période de forte charge. Puis pas après les Tu grosses vois, séances, quoi. Enfin, Ça j'en fragilise, discutais hein. l'autre jour avec un C'est kiné. compliqué. Par exemple, les périodes où tu vas chercher, par exemple, en gagner un peu en amplitude, c'est ça plutôt sur les périodes de faible charge ou de repos, où c'est là que tu vas chercher à gagner en amplitude. Et puis pendant la saison, c'est plutôt de l'entretien, des petites, un peu se réétirer pour retrouver la longueur naturelle, la longueur un peu du muscle, mais pas chercher des gains à ce moment-là. Qu'il faut, Non, on est d'accord. il faut, après, la difficulté qu'on peut aussi avoir nous dans notre sport, même pour les gens les plus entre guillemets professionnels, c'est que voilà, on n'a pas un vrai staff autour de nous qui est euh, qui est comme dans d'autres sports où voilà, une équipe de foot, ils ont tous les corps entre guillemets de métier du sport. Ah, il pour- réfléchissent pas. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça se voit. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est des sports, on se moque souvent du foot, mais c'est quand même très traumatique. Il y a beaucoup de coups, mais c'est vrai que voilà, quand ils ont une douleur, ils vont faire l'examen tout de suite.
Ils ont Et oui, ce parce plus que- par rapport à nous. Et moi, j'ai du mal, ça c'est très personnel, mais à faire quand même trop peser ma pratique sur le système de santé classique et de dire dès que j'ai des douleurs, tiens, je vais aller faire une écho, tiens, je vais aller faire Ouais. ci. Parce que je me dis, bon, ça reste quand même ton. Alors, moi, c'est entre guillemets un peu mon métier, mais ça reste quand même un truc plutôt orienté passion. Et c'est vrai qu'aller tout le temps, dès que tu as une tension, voir le monde médical. Et d'un autre côté, on est aussi partagé parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens financiers. Moi, j'aimerais pouvoir payer un kiné, un ostéo, un nutritionniste, un entraîneur à mes frais avec mes deniers. Pour faire du entre guillemets vrai sport de haut niveau. C'est juste qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire aujourd'hui. Mais, Peut-être bientôt. mais ce serait. Ouais, je pense que ça sera difficile Ça va parce que venir, peut-être. c'est assez difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le problème, ça c'est plus général au sport, mais c'est que tant que ça ne devient pas télévisé, il n'y a pas des gros, y a pas des gros apports. Et puis surtout, l'élite a pas un apport indispensable. Dès que c'est télévisé, c'est quand même l'élite qui intéresse. Tant que l'élite, elle vient, tant qu'une course, alors l'élite, elle est importante pour la course, mais l'UTMB, oui, l'élite compte, mais à la limite, on va dire l'UTMB est plus grand que la course, quoi. Enfin, est plus grand que les coureurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils redistribuent assez peu, je pense, au niveau financier, quoi. Parce qu'ils n'en ont pas réellement besoin, quoi. Ouais, puis pour finir sur la blessure et du coup le foot, en fait, ils sont tout de suite pris en charge parce que derrière, il y a tellement d'argent en jeu qu'il faut que le mec soit tip top. Donc il faut qu'on sache exactement ce qu'il a, il faut qu'on sache exactement quand est-ce qu'il va reprendre, il faut que le mec qui le prenne en charge soit vraiment à 100% derrière. Du coup là on est sur un truc où tout est optimisé parce que c'est Neymar et qu'il a coûté une blinde et que voilà, Ouais, il c'est faut ça. que ça soit rentabilisé. Mais alors bon, il y a un effet pervers avec l'argent, mais du coup le mec est géré aux petits oignons quoi. Et ça, nous on peut pas l'avoir. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un libre arbitre et vraiment de pousser la réflexion Ouais, par rapport à eux où ils ont simplement à aller voir peut-être même leur agent en disant bah écoute j'ai mal là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le mec tac derrière il met tout en place et puis Ouais, le non, type bah là, réfléchit pas quoi. là, dans le foot, c'est au niveau du club, mais c'est vrai que il y a plus besoin, alors en particulier pour les sportifs amateurs, mais il y a plus besoin dans un sport un peu amateur comme le trail d'être assez, je dirais peut-être pas compétent, parce que être capable d'être compétent dans tous les secteurs, c'est difficile, mais d'avoir un minimum D'avoir des billes. des billes, un minimum dans chaque domaine et de s'y intéresser. Et puis c'est à la limite peut-être la seule chose intéressante de la pratique, quoi, c'est que, enfin, moi je le dis des fois comme ça de manière caricaturale, mais gagner l'UTMB par exemple en m'entraînant 3 fois par semaine, ça m'intéresserait pas, quoi. Il n'y aurait pas la construction, la chose intéressante qui te permet d'arriver à un niveau de performance, parce qu'en fait finalement, je vais dire être bon sur une course, c'est juste montrer aux autres que t'es fort, quoi. Mais c'est quand même tout ce qui s'est passé avant. Oui, puis qui la te progression, le fait La de voir progression, que mais c'est tout vraiment ce le que tu mets côté, en place, ce que paye. tu fais au quotidien. Je dirais que la compétition, c'est ce qui te permet de mettre ces choses en place au quotidien, parce qu'il y a une partie difficile, les séances difficiles, c'est pas forcément agréable. Et il y a ce petit côté compète qui va te permettre de te pousser, mais c'est ces séances-là qui te poussent dans tes limites, qui te permettent d'apprendre à te connaître, qui sont hyper intéressantes. Et finalement, tu arrives sur une ligne. Alors oui, tu vas pouvoir un peu te transcender le jour de la course, mais finalement, le niveau, quand tu es sur la ligne de départ, avant de faire la course, tu l'as. Tu t'inventes pas, il n'y a pas de miracle, quoi, hein. On peut revenir à la course des Templiers, mais je savais, moi, avant la course, que je dis pas que j'allais être fort, ça tu sais pas, il faut que la course se déroule. Mais je savais qu'il y avait tout pour que je sois performant, quoi. Après, il faut le mettre en place le jour de la course. Mais c'est vraiment toute la construction qui te conduit à être au départ d'une compétition. Quand ça s'est bien passé, quand tu as été capable de bien gérer les petits soucis que tu as pu avoir, qui donne du sens à la pratique, hein, plus que la performance en elle-même, quoi. Gagner, tu te lèves un matin, tu es le meilleur du monde, ouais, ok, c'est cool pour l'ego, mais c'est pas ce qui fait, à mon sens, le sens un peu de la vie, quoi. Donc voilà, bilan, devenez autonome et sage, mais pas trop. Autodidacte Mais pas trop. de la blessure. Voilà. Bon bah allez, nous on va essayer de faire une course sympa avec Arthur ici en Afrique, pas essayer de revenir avec une fracture de la rotule comme l'an passé, puis après on fêtera ça tranquillement avec Nico toute la semaine, on va quand même en profiter. Bonne écoute, une petite heure de podcast, place aux passionnés. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description.
Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.